Bonjour, je suis Sébastien Roignan et vous êtes bien dans un nouvel épisode de F1.4. Cette semaine, un épisode un peu spécial, parce que c'est un épisode dont je vous ai parlé lors de l'introduction de la saison 5. Dans cette intro à la saison 5, je vous ai dit qu'il y allait avoir, donc, bien sûr, les épisodes du dimanche, et de temps en temps des épisodes à réponse aux commentaires. Et jusque-là, je n'ai pas eu le temps physique de le faire, mais voilà, maintenant que j'ai un petit peu plus de temps, ou pas en fait, je me dis, allez, faisons-le. Et donc pour ce premier épisode de réponse aux commentaires, j'ai décidé de le passer par la grande porte, c'est-à-dire celui du dimanche soir directement. Ça va y avoir plein de petites réponses sur les 3 premiers épisodes de F1.4, de la saison 5 de F1.4, et je pense que je le ferai peut-être pour quasiment tous les épisodes de F1.4, puisqu'il y a quand même, vous avez des questions dans pas mal de, dans les commentaires de pas mal d'épisodes. Et nous allons commencer du coup avec le premier épisode de la saison 5, qui était 5 conseils pour oser travailler avec des modèles. J'ai fait une petite sélection des commentaires à qui il fallait que je donne une réponse, et donc, commençons. D'abord, donc, Jean Paille. Bon, forcément, il va y avoir des pseudos un peu bizarres. Quand tu parles des modèles, tu dis toujours « elles ». Les modèles sont-elles toujours des filles ? Non, les modèles ne sont pas toujours des filles, il y a des modèles hommes, d'ailleurs on dit plus, normalement, sur le français, je crois qu'on dit un modèle et non pas une modèle, mais c'est vrai que la plupart du temps, les photographes travaillent avec des femmes. Voilà, donc la plupart du temps, les modèles sont des femmes. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des hommes. Kevin va nous donner un peu son expérience sur la recherche de modèles. La première expérience de photo que j'ai eue avec une modèle était très spontanée, étant une amoureuse de photographie et un super modèle. J'étais super angoissé et au fur et à mesure de la séance, la confiance s'installait. Soyez simple et vrai dans ce que vous faites. Si vous avez la passion et l'amour de la photo, vous en tirerez la meilleure photo sans vous en rendre compte. Évidemment, il y a du travail à faire, il y a de l'expérience à acquérir, mais en tout cas, je suis totalement d'accord avec toi, Kevin. Mon Dieu, j'étais d'accord avec un Kevin. Bref, je m'en sortirai. Mehdi qui voudrait savoir quel objectif acheter pour le portrait et le paysage en même temps. Un peu compliqué parce que les deux demandent normalement pas forcément le même objectif. Le portrait va demander un objectif, on va dire, plus zoomé, alors qu'un paysage va demander un objectif plus ouvert, même si on peut faire très bien du portrait en 14 mm et du paysage à 300 mm, voire plus. Alexis a répondu le 50, je suis assez d'accord, c'est un objectif assez polyvalent que j'aime beaucoup, donc on peut le faire au 50, oui. Moi, toi, qui nous dit, je ne compte plus les modèles semi-pro ou pro qui m'ont répondu non pour plein de raisons. Le top 3 des raisons, ton projet ne correspond pas à mes attentes, je ne pose pas pour des débutants, et t'as pas de book. J'avoue que le projet ne correspond pas à mes attentes, je l'utilise pour dire non à des modèles, ce qui est vrai du coup, puisque en gros j'utilise plus sur ton profil ne correspond pas à des projets que je peux avoir. Ce qui est totalement vrai quand je le réponds. Et là, il dit après, du coup, pour le moment, je suis à l'affût de toutes les demandes de modèles débutantes ou débutants, quitte à faire des shootings où c'est moi qui m'ennuie, pour me mettre à l'aise, et peut-être aussi le modèle, j'explique tout au long du shooting ce que je fais et pourquoi, et cela semble être apprécié. Peut-être que je comprends mal, mais je trouve ça dommage que tu te laisses, tu sois passif et que tu laisses les gens venir vers toi. Des refus, il y en a. Que les modèles semi-pro ou pro, voilà, il y a des modèles débutants, voire des gens de ton entourage, comme je disais dans l'épisode. Tu te mets à l'aise et le modèle aussi, en expliquant ce que tu fais et pourquoi. C'est une méthode, je dirais qu'il faut juste pas qu'elle angoisse le modèle, parce que des fois, en expliquant ce qu'on fait, le modèle va essayer de faire en sorte de nous faire plaisir, et c'est pas forcément une bonne chose. Mais voilà, si c'est ta méthode, pourquoi pas. Un pseudo... Voilà, JMDELR. Personnellement, ce qui me bloque, ce n'est pas tant de contacter un modèle que de lui trouver des poses adéquates et de guider le modèle pour les poses à prendre. Du coup, j'hésite à contacter un modèle. Oui, en même temps, ça, c'est l'étape d'après. C'est comment faire poser un modèle. C'est est-ce qu'il faut le faire poser, est-ce qu'il faut pas le faire poser, ça dépendra de quel type de photo toi tu veux. Et là, on va aborder ça dans un autre épisode. J'ai déjà abordé dans certains autres épisodes. Christophe, beaucoup de déconvenus avec des modèles qui annulent la prise de vue au dernier moment, d'autres qui ne répondent pas et j'en passe. Finalement, je me suis lassé de la chasse au modèle princesse. Je pense que toute l'idée est dans le mot princesse. C'est peut-être que tu cherches des modèles qui sont là juste pour être belles et qui n'ont pas forcément de goût pour la photo. Elle veut juste des belles photos d'elle. Ce qui n'est pas du tout le type de modèle que moi que je recherche, et même si j'ai eu des déconvenus, mais j'ai aussi des fois posé, pas des lapins, j'ai jamais posé de lapins, mais j'ai posé des fois des annulations au dernier moment. Il y a des choses dans nos vies qu'on ne peut pas gérer. Mais en tout cas, voilà, essaye d'éviter les modèles princesses et va vers des modèles qui sont beaucoup plus naturels et beaucoup plus, on va dire, sympathiques. Et sûrement beaucoup plus dans ton délire. Mike, c'est pas une question, c'est juste un petit mot. Le retour de Maître Yoda vaut mieux que n'importe quel retour de série B. Prochaine fois, je me mets en vert. Ou pas. Alors, en même temps, Yoda est vert comme F1.4 est vert.
Pourquoi pas. Olivier, j'ai déjà commencé mes devoirs hier soir sans même avoir vu l'épisode. Télépathie, je pense. Je suis allé voir une fille dans un bar pour lui demander de poser pour moi, j'ai son numéro, il n'y a plus qu'à concrétiser. Bah très bien. De toute façon, il faut oser. Plus on osera, plus on y arrivera, plus on aura de oui. Tout simplement. Petite autre commentaire qui disait je t'ai envoyé un petit message sur Facebook pour poser une question conseil. Est-ce le meilleur moyen de te contacter? D'ailleurs, du coup, ça va me permettre de parler. Le meilleur moyen de me contacter pour des questions, le mieux, c'est soit sur les pages Facebook, soit par mail. Envoyez-moi des MP sur la page de F1.4 et pas sur mon profil perso, ce sera mieux, je pense. En tout cas, pour moi, c'est mieux. Et posez-moi une question et en vaille le coup, parce que je reçois beaucoup de questions et si c'est juste pour me dire dans quel épisode tu parles de ça, il y a des outils de recherche. Christophe qui nous dit pour trouver des modèles, il suffit de proposer du pognon. Non, c'est pas vrai. Ça aide, ça peut aider, mais c'est pas vrai. Thibaut. Merci déjà. J'ai une idée d'amélioration pour ton émission. Quand tu fais une référence à un épisode sur lequel il faut cliquer pour y accéder, pourrais-tu dire de quel épisode il s'agit, genre saison temps, épisode temps? Ok, comme dirait Bruce, je vais y penser. Voilà, ça c'était pour la saison 5 épisode 1, on va passer à saison 5 épisode 2, qui était un épisode sur Photoshop, enlever des éléments d'une photo. Fanny Gonzo qui nous dit transformation proportionnelle égale homothétie. Alors, je pense que tu parles quand tu fais un CTRL-T, clic droit, homothétie, mais il faut quand même appuyer sur Shift, sinon c'est pas du tout proportionnel. Donc il faut quand même appuyer sur Shift, sinon ça fonctionne pas. Enjoy. Bill Bees qui nous dit ok pour virer, alors c'est plus une réflexion qu'il a, ok pour virer le sac, le panneau et les clubs, tous les éléments perturbateurs qui n'ont rien à faire là, et qui attirent énormément l'attention, mais pour le reste, il se demande en gros s'il faut enlever là tous les indices de modernité, que ce soit la rambarde, tout ça. Et donc il nous dit dans le cadre d'une photo où l'on souhaite recréer une ambiance particulière avec un univers très particulier, je comprendrais. Un univers avec beaucoup de manipulation d'images, des incrustations, des rajouts de textures, ok, je comprendrais. Mais pour un travail pour un travail très graphique. Mais pour un portrait, je me pose la question. Une rampe d'escalier, le numéro de l'adresse, ça fait partie du bâtiment. Est-ce que ça choque quelqu'un que ce soit enlevé? Alors, comme le dit Mathias, c'était évidemment un exemple pour l'épisode, bien sûr. Je vais juste y répondre un petit peu plus. Je pense qu'il faut ne pas hésiter à enlever tous les éléments qui vont attirer l'œil ou qui vont enlever, on va dire, qui vont réduire votre sujet principal, réduire l'intérêt du sujet principal. Je dis pas qu'il faut tout enlever, c'est pas vrai, là évidemment c'est pour l'épisode, mais à la prise de vue déjà j'essaye d'enlever le maximum d'éléments pour que mon sujet ressorte le plus possible. J'essaye en gros de faire le plus simple possible pour que le sujet ressorte le mieux possible. C'est aller direct à l'essentiel, ne pas perdre l'œil du spectateur. Perdre l'œil du spectateur uniquement si c'est ce qu'on a envie de faire. Et je pense que c'est pas forcément une histoire de graphisme, de photographique ou de photo dans un univers très spécial, c'est plus une histoire de qu'est-ce qu'on veut faire ressortir dans notre photo. Si par exemple je voulais faire le portrait de quelqu'un qui a été un peu complètement barré et qui avait des idées dans tous les sens et tout ça, je pense que je mettrais plein d'éléments dans tous les sens pour que notre œil de spectateur aille partout et du coup caractérise la personne dont on veut faire le portrait avec ses idées un peu barrées. Si on a quelqu'un de plus posé, de quelqu'un de plus calme, d'avoir un univers beaucoup moins riche en détails, beaucoup plus zen, va permettre de mettre en avant la personnalité de ce modèle, de cette personne. Donc voilà, je pense que c'est plus comme ça qu'il faut réfléchir. J'ai des idées photo Eure-et-Loire qui nous dit « Bonne vidéo, mais beaucoup trop rapide pour les manips, dans les manips pour les novices. Surtout les 10 dernières minutes, on enchaîne les raccourcis, on n'y comprend plus rien. » On va dire que la vidéo n'est pas forcément faite pour des novices. Le public que je vise dans F1.4 sont des gens qui sont déjà un tout petit peu initiés, sauf les épisodes vraiment faits spécialement pour les débutants. Donc, en effet, il y a un moment, je peux pas toujours aller très peu vite. Cet épisode dure déjà longtemps. Je peux pas aller toujours ultra lentement et tout détailler ce que je fais. Il y a des choses où je suis obligé de me dire, bon, vous avez vu d'autres épisodes, vous avez acquis quand même déjà une certaine base de connaissances. Je suis désolé si ça a pu aller trop vite pour toi, mais en même temps, pour certaines personnes, ça a dû aller pas assez vite. Donc voilà, j'essaye aussi de faire un mix comme je peux le faire, en fait. Mike qui nous dit, ne possédant pas Photoshop, quels sont les outils de traitement à utiliser en utilisant le logiciel GIMP 2.8? Alors, je n'ai jamais utilisé GIMP, donc je ne peux pas malheureusement te répondre. Si quelqu'un a une réponse pour lui, allez-y. Dark Pixie qui nous demande s'il fallait enlever la serrure de la porte aussi. Je revois ma photo. Pourquoi pas? Ça, c'est vraiment, c'est à chacun de voir. YG Send qui nous dit qu'il est déçu parce que je ne monte pas mes Pokémon. Donc, on est quoi? On est en décembre, là. En fait, pour l'instant, vous le voyez pas trop, mais
Ici, je réinstalle Pokémon Go, parce qu'il y a des nouveaux Pokémon, tout ça. Et il y a un nouveau radar. Et si tu veux voir des Pokémon, plein de photos de Pokémon, voilà. Denis Duchesne, à la fin, il me dit qu'à la fin, j'ai copié un bout de marge de l'escalier, elle est restée en bas à gauche. C'est vrai, il y a certaines petites parties que j'ai oubliées, comme aussi un bout du poteau derrière les hanches de la modèle. C'était pour l'épisode, c'est pas grave. Et maintenant, comme j'ai répondu à quelqu'un, vous pouvez le faire, vous savez le faire maintenant. Aurélien, alias Aurélien, qui nous dit quelle tablette graphique j'utilise. J'utilise une Intuos Pro M de chez Wacom, une Medium, qui pour moi est très bien. Faire du Photoshop à la souris, je ne peux pas. Tout simplement parce que je veux dessiner, j'ai besoin de dessiner, j'ai besoin d'avoir un coup de crayon, même si je dessine très mal. J'ai un poignet qui est beaucoup plus libre avec le stylet qu'avec la souris, donc je la conseille vraiment. Après, on n'est pas obligé de prendre la Intuos Pro M, on peut prendre une plus petite, qui coûte moins cher. Généralement, c'est aux alentours des 100 € la première qui commence à être pas trop mal. Donc du coup, oui, c'est mieux que la souris. Damien qui nous dit que le truc dont je parle à déplacer, le petit point central qui permet de gérer les rotations ou la mise à l'échelle, s'appelle le point de référence. C'est vrai. J'avais oublié ce petit détail, ça s'appelle le point de référence. Le point de référence, c'est ça. C'est ce petit truc-là qu'on peut bouger. Et donc ça s'appelle le point de référence. Vous voyez, si je le laisse ici, hop, vous voyez que ça peut tourner là. Et si je le place là, on peut le tourner. En gros, c'est le point, c'est l'axe de rotation si on va par là. Et si on fait de la mise à l'échelle, hop, vous voyez que ça va le faire à partir de ce point de référence-là. Merci Damien pour cette petite précision. Alors, il y a CWPTOB qui nous dit qu'il devrait prendre l'habitude de travailler en masque de fusion. Il supprime direct les petits détails, et du coup, c'est galère s'il veut revenir. Je vais l'associer à un autre commentaire de Zaito-san qui nous dit « Malgré tes explications, je ne comprends toujours rien en masque de fusion, pourtant j'arrive à bosser sans. » Je vais passer du coup sur Photoshop pour expliquer un petit peu les masques de fusion vite fait, mais... oui, on peut très bien travailler sans les masques de fusion, ce n'est pas un problème. On peut travailler avec tout. Pour comprendre simplement les masques de fusion, on a deux calques. On a le premier calque qui est cette photo-là, et le deuxième calque qui est cette photo ici. Si j'applique un masque de fusion ici, j'appuie dessus, vous voyez que c'est tout blanc. Si j'appuie Alt et clic gauche sur le masque de fusion, on n'affiche que le masque de fusion, et il est tout blanc. Si je viens peindre en noir dessus, je vais venir peindre en noir avec une grosse brush comme ça, je viens peindre en noir non pas sur ma photo, mais sur mon masque de fusion. Faites bien attention à ce que les parenthèses blanches soient autour du masque de fusion. Et je vais venir peindre sur ma photo. Tac. Et vous voyez que ça affiche la photo du dessous, ça affiche le calque du dessous. Je vais être un petit peu plus clair dans ce que je dis, ça n'affiche pas le calque du dessous, ça rend transparent le calque sur dessus, le calque sur lequel est le masque de fusion. Si je revois mon masque de fusion, vous voyez que j'ai du noir et du blanc. Le blanc est ce qui va rester opaque, et le noir, ce qui va être transparent. Si je repeins en blanc, je réaffiche ma photo. Et si je viens peindre en gris, c'est-à-dire par exemple là, je prends du gris à moitié, et que je peins, ça affiche à moitié. En gros, c'est des valeurs de gris. Plus on va... Noir, c'est transparent, blanc, c'est opaque, et entre les deux, c'est en fonction du pourcentage de gris et pourcentage de blanc ou de noir qu'il y a dans votre peinture. Donc si par exemple, je peins ici en noir à aller 20% d'opacité, vous voyez que ça affiche un petit peu, puis si je fais, ça affiche encore un petit peu, puis ça réaffiche encore un petit peu, puis encore un petit peu. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à se dire, mince, j'ai mal fait mon intégration, et ben du coup, hop, je peux revenir à 0, je repeins tout en blanc, et je peux recommencer. En gros, les masques de fusion, c'est ça. Sébastien qui nous demande pourquoi avec un nouveau calque, je n'arrive pas à utiliser l'outil pièce, par exemple. Donc, je crée un nouveau calque, et je vais utiliser l'outil pièce ici. Je prends, imaginons cette partie-là, et je viens la placer à un autre endroit. Et il me dit, impossible d'utiliser l'outil pièce car la zone de sélectionner est vide. En effet, malheureusement, l'outil pièce ne peut pas être utilisé sur un calque vide. Il est obligé d'être utilisé directement sur le calque normal. Et vous voyez qu'ici, hop, ça fonctionne. Enfin là c'est moche, mais ça fonctionne. Contrairement à l'outil correcteur qui lui, si on a bien cliqué ici sur actif et inférieur, on peut venir, hop, l'utiliser sur un nouveau calque. Et si j'enlève tous les autres calques, il ne reste plus que ça. Il faut juste le savoir, c'est tout. Dernière question, enfin qui n'est pas une question, de Marc Photographe, qui fait une réflexion.
Et après, on se dit photographe et cela me fait rire. Je passerai sur la grosse faute d'orthographe. Ok, ça doit être un puriste qui parle. Pour moi, il n'y a pas de problème à modifier une photo, que j'appellerais plutôt une image en fait. Je ne fais pas de photos, je fais des images, comme ça c'est plus simple, ça embête personne. En tout cas, pour moi, c'est le résultat qui compte et c'est des choses qu'on pouvait faire aussi avant. En argentique, directement au développement. On pouvait faire du masquage, on pouvait faire du montage, on pouvait aller avec un crayon, aller enlever certaines choses. Enfin, on pouvait faire beaucoup de choses déjà en argentique. Donc oui, on peut se dire photographe comme ça. Et du coup, troisième épisode de la saison 5, qui est donc du coup un défi photo de rue avec Philippe Echaroux, qui était un sacré épisode quand même, on doit le dire, un sacré épisode, un sacré truc. Instrum arrière qui nous dit, intéressant, moralité, osons. Une remarque cependant, faire du studio de rue, c'est quand même assez particulier comme style, et je pense que ça aurait mérité plus d'explications techniques. Oui, c'était pas forcément... L'idée de cet épisode n'était pas de faire une explication technique de la photo de rue. On en fera peut-être plus tard. L'idée étant plutôt d'avoir un défi un peu cool et de montrer ce que Philippe pouvait faire avec de la photo de rue avec son matos dehors. D'autre part, pensez-vous qu'il est plus facile de convaincre les modèles en arrivant avec beaucoup de matériel? Pour ma part, j'ai tendance à penser que oui. Dans l'esprit des gens, cela fait plus sérieux. Vos avis m'intéressent. Alors, du coup, je lui ai répondu que lorsqu'on a fait l'épisode, du coup, on était quand même 5. Il y avait du matos, il y avait en plus 2 caméramans. Enfin, on était 2 à filmer, ce qui pouvait faire extrêmement peur également. Donc, arriver avec trop de matos peut aussi faire peur. Du coup, sérieux, du coup, vente, du coup, droit à l'image, du coup, tout ça. Alors que si on arrive avec un petit appareil photo, ça peut aussi être tout à fait facile à aborder. Je pense que le tout réside plutôt dans la tchatche du photographe, dans l'énergie positive qu'on amène et dans le fait d'aller oser. Qu'on ait un petit appareil photo, qu'on ait un réflecteur, qu'on ait plein de flash, qu'on ait un Hasselblad, qu'on ait du matos de ouf qui coûte cher ou du matos qui coûte pas cher, tout réside juste pour moi dans le fait d'aller oser et de l'énergie positive qu'on va donner. Damien qui nous dit que l'aventure le tente. Est-il possible de tenter sans flash en parapluie? J'ai pas beaucoup de matos, mais avec un 50, un 8, est-ce que ça pourrait aller? On peut le faire avec n'importe quel matos, comme je viens de le dire. Fais-le tel que tu le sens et avec tes moyens. Ça va revenir à un autre commentaire sur le Hasselblad de Philippe. Il n'y a pas besoin d'avoir un Hasselblad pour pouvoir faire des photos de rue. Vous pouvez y aller avec n'importe quel appareil photo. Et je connais des photographes qui ont un 450D par exemple et qui font des photos de rue de ouf. Tout est faisable. Et en plus, 450D avec le 1850 de base. 1855 de base quand même. Mr. Burn, The Sticks, qui demande quel boîtier utilise Philippe. Philippe utilise un Hasselblad 1.5D 50C, c'est un moyen format de chez Hasselblad, voilà, qui est du coup avec je crois que c'est un 50 mm qu'il avait dessus, c'était le 50 mm qu'il avait dessus, si je dis pas de bêtises, je dis peut-être des bêtises là. Fred, étonnant que pour un portrait de rue, vous n'utilisiez pas de flashmètre, tout en sachant que ça fait bien gagner du temps et que caresser la joue des gens avec c'est un plus. Un argument sur ce choix de faire des tests à l'aveugle, je pense que ça dépend de chaque photographe. Philippe n'est pas quelqu'un qui utilise le flashmètre, il connaît son matos en plus. Si c'est pour toi quelque chose qui t'aide à être bien avec ton modèle, pourquoi pas? C'est pas ce qu'utilise Philippe, et moi je sais que j'ai jamais utilisé de flashmètre, c'est pas dans mon éducation photographique, c'est pas dans ma pratique de tous les jours, donc je sais que je suis mieux à dire faire des tests à l'aveugle qu'à aller prendre un flashmètre. Donc je pense que ça dépend de chacun et de l'utilisation de la photo de chacun. Il n'y a pas de bonne façon de faire, il y a chacun notre bonne façon. Valdé qui nous dit que le travail de Philippe bute tout, rien à redire, par contre qu'on me sorte pas que le matos n'a pas une petite place là-dedans. Et Jérémy qui plus soit, la Hasselblad à 22 000 euros, oui ça aide. Non, 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 non et non. Ce sont des excuses que vous vous donnez. Je suis désolé de vous dire ça, mais ce sont des excuses que vous vous donnez. Philippe fait du très bon travail. Il utilise un Hasselblad parce qu'il a un Hasselblad. Avant, il n'y avait pas d'Hasselblad. Il n'utilisait pas d'Hasselblad. Il faisait quand même des photos qui butent tout. Il y a des photographes qui font des photos qui défoncent tout. Je préfère défoncer que buter. Qui défoncent tout et qui ont, comme je le disais juste à l'instant, un 450D. Évidemment, on aura plus de piqué. Évidemment, on aura peut-être un petit peu plus de facilité. Encore que, il est quand même assez lourd ce Hasselblad, donc il est quand même pas facile non plus à utiliser. Il aime moins aussi qu'on fasse des erreurs, du fait de sa trop grande netteté. Donc voilà, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord, et je pense que si on se dit ça, c'est
plus une excuse pour pas aller shooter, et se dire qu'on réussit pas, surtout. Alors, J. Kerguelen, qui nous dit « Marrant que tu bloques pour aborder les gens, dans ton dernier live du mariage, te sentais comme un poisson dans l'eau avec les personnes, le contexte diffère aussi peut-être. » Alors c'est ça, en mariage, je suis quelqu'un d'ultra sociable, je peux aller voir n'importe qui, en fait, et lui demander des photos sur un mariage, parce que j'ai l'autorisation d'être là. Je suis payé par les mariés pour être là, et je dois rendre un travail. Dans mes études, en fait, j'ai fait de livreur de magazine, et je pouvais passer dans un même magasin, le matin pour livrer les magazines en disant « Bonjour, c'est le magazine tant, tenez !» Il y avait plein de clients partout, et en fait, non, j'arrive, je m'impose et je dépose parce que j'avais toute ma tournée à faire après. Et en même temps, arriver le soir même dans ce même magasin avec la même personne et faire mon timide et ne pas réussir à aller aborder ce vendeur ou cette vendeuse pour lui demander des conseils sur ce que je voulais acheter. Je pense que le contexte et l'habitude qu'on a et le coup de pied au cul qu'on peut se donner est très très important dans cette, on va dire, dans cette aisance qu'on peut avoir. Mais je considère que si on le fait d'un côté, on peut très bien le faire de l'autre. Et ça, je pense qu'il faut y réfléchir. Jean-Christophe MZK. Les portraits de gueule sont forcément en noir et blanc, question. Et si la personne dont on veut faire le portrait n'est pas une gueule mais un joli minois, que faire pour tenter d'obtenir le meilleur? Et merci après pour ta petite phrase. Non, enfin, on peut faire du noir et blanc avec un joli minois, on peut faire du noir et blanc avec une gueule, on peut faire de la couleur avec une gueule, et on peut faire de la couleur avec un joli minois. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de... Je pense que par contre, sur une gueule, on va peut-être plus contraster, bien contraster pour avoir un visage un peu plus buriné, sur un joli minois, on va peut-être un petit peu moins contraster pour avoir quelque chose de plus lisse. Voilà, je dirais que c'est plus de ce côté-là. James Pabay, qui nous dit « Démarche intéressante, mais est-ce que vous avez pu obtenir facilement les autorisations de diffusion des gens photographiés ou certains ont refusé ?» On n'a eu aucun problème sur la diffusion, en tout cas quand la personne a dit oui à la photo, elle a dit oui à la diffusion, sans aucun souci. Je pense que ça dépend vraiment, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça dépend vraiment de la façon dont on aborde les gens, l'attitude du photographe et la sincérité dans laquelle on est. Si on a peur, si on n'est pas bien et qu'on commence à bégayer et tout ça, je pense que ça incitera un peu plus peut-être à la peur du modèle, à la peur de la personne, ou même si on arrive en étant trop sûr de nous, en disant « Ouais, c'est bon, vas-y, fais ta photo et tout. » Non, c'est bon, ta gueule. Studio Coris, qui dit « Dites quelle caméra tu utilises. » Quelle caméra tu utilises? J'ai déjà répondu. Enzo Island, qui nous dit « Vraiment bien. Merci. Ce serait cool d'en faire avec d'autres photographes. C'est à y penser. C'est à y penser, comme dirait Bruce. Premier 1. C'est toi qui fais les firsts sur les vidéos. Possible de faire des photos dans la rue avec un simple réflecteur, genre le 5 en 1. Donc déjà répondu, bien sûr que oui, tout est faisable. Et voilà, c'était du coup on arrive au dernier commentaire. Dites-moi si cet épisode vous a plu, dites-moi si les réponses comme ça, les réponses aux questions vous ont plu. C'est toujours un petit plus d'amener quelque chose supplémentaire à mes vidéos, donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires sur YouTube, dans chaque épisode, j'y répondrai au fur et à mesure, je ferai une vidéo sur un épisode, là j'ai fait une vidéo avec 3 épisodes, histoire de commencer, mais je ferai une petite vidéo sur chaque épisode au fur et à mesure du temps qui passe, donc n'hésitez pas à poser vos questions. Donc mettez un pouce vers le haut si vous avez aimé cet épisode, si vous voulez en voir d'autres, je vous rappelle que ce ne sera pas les épisodes du dimanche, c'était juste pour le premier comme ça, ce sera des épisodes qui viendront au fur et à mesure dans la semaine, de temps en temps. Voire peut-être des lives, des fois, on verra. Les lives, ce sera sur Facebook, bien sûr. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine, donc dimanche prochain, pour le dernier épisode de la saison... Non, pas le dernier épisode de la saison, pour le dernier épisode de 2016, dans lequel je vous dévoilerai mes premières photos. On parlera de mes premières photos. Je vous ai montré beaucoup de choses sur F1.4, mais jamais mes premières photos. Donc je trouve que c'est la bonne occasion, puisque dimanche prochain, j'aurai 33 ans. Qui est quand même aussi un bon âge. Je vous dis maintenant à dimanche prochain. Entre-temps, sortez, faites des photos et amusez-vous. Au revoir.